Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on continue sur les muscles. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'origine de l'ATP nécessaire à la contraction de la cellule musculaire. Vous êtes prêts? C'est parti! L'ATP, ou adénosine triphosphate, est la molécule utilisée comme carburant par nos cellules pour toutes les réactions chimiques qui nécessitent de l'énergie. Il n'existe aucun stock réel d'ATP dans l'organisme. C'est pourquoi la moindre consommation de celui-ci doit être compensée par une production équivalente, de façon à ce que sa concentration soit la plus stable possible. Lors d'une activité physique, le stock d'ATP doit donc être rapidement renouvelé. On sait qu'en cas de malaise, un carré de sucre permet de rapidement retrouver ses forces, en d'autres termes, de rapidement reconstituer le stock d'ATP. Il existe donc des voies métaboliques, c'est-à-dire des suites de réactions permettant d'aller d'une molécule à une autre, qui sont génératrices d'ATP à partir du glucose. En pratique sportive, il est courant d'observer des efforts intenses et rapides qui se réalisent sans un apport en dioxygène, l'appareil respiratoire n'ayant pas eu le temps de s'adapter à l'effort. D'autres sports se pratiquent en apnée, d'autres nécessitent par contre une régulation importante de la respiration. On peut donc penser qu'il existe deux voies principales de production d'ATP. Une voie aérobie qui consomme du dioxygène et une voie anaérobie qui ne consomme pas de dioxygène. Dans tous les cas, ces voies consomment du glucose. On peut donc se demander comment l'organisme produit de l'ATP à partir de ce sucre. Dans un premier temps, intéressons-nous à la glycolyse, première réaction permettant d'utiliser le glucose. La glycolyse correspond à la dégradation du glucose en molécules de pyruvate. Cette réaction permet de former 2 ATP. Afin de montrer en quoi consiste la glycolyse, une expérience peut être faite. Des cultures de levure sont réalisées en absence ou en présence de dioxygène, mais dans tous les cas en présence de glucose marqué au carbone 14. Des prélèvements sont effectués à différents moments pour permettre de détecter et d'identifier les molécules radioactives présentes dans les compartiments intra- et extracellulaires. Que ce soit en absence ou en présence de dioxygène, on constate qu'au cours du temps, le glucose absent du milieu intracellulaire passe progressivement dans celui-ci. Au bout du temps T2, le glucose est complètement rentré à l'intérieur de la cellule. On n'en trouve plus du tout dans le milieu extracellulaire. Par contre, à l'intérieur de la cellule, on commence à observer une autre molécule, du pyruvate. On peut donc dire que le glucose était dans le milieu extracellulaire, qu'il est passé dans le milieu intracellulaire, puis qu'il a été transformé en pyruvate. Ce mécanisme se réalise sans l'intervention du dioxygène. En comparant les deux molécules, on constate qu'il y a proportionnellement moins d'hydrogène dans le pyruvate que dans le glucose. Le pyruvate est donc plus oxydé que celui-ci. Ainsi, la transformation du glucose en pyruvate est une oxydation que l'on appelle la glycolyse. Elle consiste donc en la transformation de chaque molécule de glucose, une molécule à 6 carbones, en 2 molécules de pyruvate à 3 carbones. Littéralement, la molécule de glucose est cassée en deux, ce qui produit un peu d'énergie. Au cours de ce processus, catalysé par des enzymes, on assiste à des réactions d'oxydoréduction, au cours desquelles un accepteur d'électrons est forcément réduit. Cette réduction s'observe très bien expérimentalement grâce au bleu de méthylène. En effet, le bleu de méthylène présente un double intérêt. À faible concentration, il n'est pas toxique pour les cellules vivantes, et d'autre part, c'est un indicateur d'oxydoréduction. À l'état oxydé, il est bleu, tandis qu'à l'état réduit, il est incolore. Dans cette expérience, on prend 2 moules et l'on en fait bouillir une. Chacune des moules est installée dans un tube à essai avec de l'eau de mer, puis est recouverte de quelques gouttes de bleu de méthylène peu concentré. On observe le résultat au bout de 2 heures. On observe que lorsque les cellules sont vivantes et respirent, le bleu de méthylène s'éclaircit, alors que ce n'est pas le cas lorsque les cellules sont mortes. Or, le bleu de méthylène est incolore à l'état réduit. On peut en déduire que la consommation de glucose par les cellules musculaires de la moule entraîne la réduction du bleu de méthylène. Il y a donc libération d'électrons qui sont cédés au bleu de méthylène. Ce processus ne se déroule pas dans les cellules mortes et le liquide qui les environne reste bleu, le bleu de méthylène restant à l'état oxydé. La glycolyse donne donc bien des composés réduits. Il faut donc un accepteur d'électrons R qui, en même temps qu'il récupère des électrons, va récupérer des protons H+ provenant du glucose et deviendra donc RH2. Cet accepteur d'électrons, c'est le NAD+, c'est-à-dire du nicotinamide adénine dinucléotide sous forme oxydée. Il est réduit en NADH2. Alors je dis NADH2 et là il y a marqué NADH. C'est parce qu'en réalité, hop, il y a toujours un petit H+ avec. Mais comme ils sont toujours ensemble, eh bien on écrit NADH2. Cette réaction est donc couplée à la formation de 2 molécules d'ATP à partir de 2 molécules d'ADP et de 2 phosphates inorganiques. La glycolyse est donc une oxydation incomplète du glucose puisqu'il reste à la fin un autre composé organique, le pyruvate.
Dans cette réaction, on note qu'on ne produit seulement que 2 molécules d'ATP pour chaque molécule de glucose. Ce bilan est donc relativement faible. Il doit donc exister d'autres réactions qui vont dégrader le pyruvate et produire à partir de celui-ci de l'ATP. Les cellules musculaires produisant de l'ATP soit en aérobiose, soit en anaérobiose, on peut donc penser que le pyruvate produit dans le cytosol, c'est-à-dire le liquide de base du cytoplasme, sera à son tour dégradé lors d'une seconde étape, soit en présence de dioxygène, soit en absence de celui-ci. Intéressons-nous maintenant à la respiration cellulaire ou la voie aérobie. Et dans un premier temps, localisons la respiration. La respiration semble se dérouler dans la mitochondrie. En effet, quand des levures sont élevées en milieu aérobie ou en milieu anaérobie, seules les premières possèdent des mitochondries. Cet organique n'est donc présent que quand le milieu contient du dioxygène. C'est donc le lieu de la respiration cellulaire. La mitochondrie est un organite présent dans le cytoplasme des cellules eucaryotes. En forme de bâtonnet, elle est remplie d'un liquide représenté en bleu ici, la matrice mitochondriale. Elle est enveloppée par une double membrane qui délimite un espace intermembranaire. Chaque mitochondrie possède son propre matériel génétique indépendant de celui de la cellule qui l'héberge, de sorte qu'elle peut assurer sa reproduction en fonction des besoins de la cellule. La membrane interne se replie de nombreuses fois à l'intérieur de la matrice pour former des structures particulières qu'on appelle les crêtes mitochondriales. Intéressons-nous maintenant aux étapes moléculaires de la respiration et voyons dans un premier temps comment mettre en évidence le substrat de la respiration mitochondriale. Les bactéries utilisent aussi le glucose comme source d'énergie. Cela signifie qu'elles puisent leurs ressources dans le milieu extérieur. Les mitochondries proviendraient de l'endosymbiose d'une archéobactérie. On peut donc se demander si la mitochondrie des cellules eucaryotes utilise directement le glucose qu'elle puiserait dans le hyaloplasme ou si elle utilise le pyruvate issu de la glycolyse. Pour déterminer le rôle des mitochondries, il suffit de tester l'activité respiratoire de celles-ci quand on leur fournit l'une ou l'autre des deux molécules. L'expérimentation assistée par ordinateur permet d'enregistrer en direct la consommation en dioxygène d'une solution pure de mitochondries grâce à une sonde à dioxygène reliée à une interface connectée à un ordinateur. Si en injectant du glucose dans une solution de mitochondries pure, on observe une consommation de O2 par les mitochondries, alors on peut dire que le glucose a été utilisé par les mitochondries. On pourra conclure que la glycolyse aura eu lieu à l'intérieur des mitochondries. Si en injectant du glucose, on n'observe pas de consommation de dioxygène, cela signifie qu'il n'y a pas d'utilisation du glucose par les mitochondries et donc que la glycolyse a lieu en dehors de la mitochondrie, c'est-à-dire dans le hyaloplasme des cellules. L'enregistrement par hexao de la concentration en dioxygène dans le milieu donne un taux constant au démarrage de l'expérience. Quand on injecte le glucose, le taux de O2 reste toujours constant. Il n'y a donc pas consommation de dioxygène. On peut donc dire que la mitochondrie n'utilise pas directement le glucose comme substrat de la respiration. Elle utiliserait donc plutôt le pyruvate, résidu de la glycolyse. Pour vérifier cette hypothèse, il suffit d'injecter du pyruvate dans la solution. Si on observe une consommation de O2, cela signifie que le pyruvate est bien rentré dans la mitochondrie et que celle-ci l'a utilisé. On peut donc conclure que la mitochondrie utilise le résidu de la glycolyse qui s'est donc bien réalisé dans le hyaloplasme. Et on constate que l'injection de pyruvate provoque une consommation de dioxygène. On peut donc affirmer que la mitochondrie pratique la respiration à partir du résidu de la glycolyse et que cette dernière a entièrement lieu dans le hyaloplasme de la cellule. Le pyruvate issu de la glycolyse va maintenant entrer dans un cycle métabolique. En effet, si le glucose sert à régénérer de l'ATP, alors le pyruvate le devrait également. Ainsi, si la mitochondrie est bien le lieu de la production d'ATP par respiration, dans la solution de mitochondrie pure, en injectant, en plus du pyruvate, de l'ADP et du phosphate inorganique, on devrait observer une forte consommation de dioxygène au moment de l'injection liée à la production de cet ATP. On constate que la consommation d'oxygène augmente fortement quand on injecte en plus du pyruvate, de l'ADP et du phosphate inorganique. On en déduit que le pyruvate est utilisé dans les réactions métaboliques qui produisent de l'ATP. On remarque, dans le même temps, l'apparition de dioxyde de carbone dans le milieu. Ainsi, dans la matrice des mitochondries, le pyruvate est transformé en dioxyde de carbone. Et comme le CO2 ne possède aucun hydrogène, on peut donc penser que les réactions dégradant le pyruvate sont des réactions d'oxydoréduction. On devrait donc trouver des composés réduits RH2 en fin de dégradation. On utilise le principe de l'absorbance pour déterminer ce qu'il se passe dans la matrice des mitochondries. On constate qu'en mettant en présence les protéines de la matrice avec le pyruvate et un composé R, on observe une valeur d'absorbance à 350 nanomètres, proche de celle des composés réduits RH2. On en déduit que le composé R de la solution testée est en train d'être réduit en RH2.
L'oxydation complète du pyruvate en CO2 dans la matrice est donc couplée à la réduction de R en RH2. Ce composé est également du NAD+. Le pyruvate entre donc dans la mitochondrie et entre dans une série de réactions faisant intervenir NAD+. Dans un premier temps, il est transformé en une molécule à 2 carbones, l'acétyl-CoA, et en une molécule de CO2. C'est donc une décarboxylation réalisée par le complexe pyruvate déshydrogénase. L'acétyl-CoA va entrer dans un cycle de réaction appelé cycle de Krebs où il va subir une série d'oxydoréductions. Au cours de cette étape, peu d'énergie est produite, 1 ATP pour une molécule d'acétyl-CoA. Par contre, 4 composés sont réduits. Au total, entre la décarboxylation du pyruvate et le cycle de Krebs, pour 2 pyruvates introduits dans la mitochondrie, il ne se forme que 2 ATP et 10 composés réduits. Alors pourquoi je fais 2 fois ça? Parce qu'il y a ici un seul tour de cycle pour un acétyl-CoA. Or, dans ma décarboxylation, je suis partie de 2 pyruvates. J'ai donc 2 acétyl-CoA. Donc je fais 2 fois le tour, donc j'obtiens 2 ATP et donc j'obtiens 10 composés réduits. Alors le problème, c'est que l'ensemble de ces réactions n'explique pas la forte consommation de dioxygène, ni d'ailleurs la forte production d'ATP observée lors de l'injection du pyruvate et d'ADP dans la solution de mitochondrie. Il doit donc exister une autre série de réactions que celle-ci qui produiront de l'ATP tout en consommant le dioxygène. On peut donc supposer que cet ensemble de réactions permettra de régénérer le stock de composés R. Intéressons-nous donc maintenant à la régénération de ces composés R oxydés. Ainsi donc, après la glycolyse, après la décarboxylation, après le cycle de Krebs, la cellule dispose de 6 CO2, 12 RH2 et 4 ATP. Le bilan énergétique de ces 3 séries de réactions n'est donc pas énorme et il faut en plus recycler les composés réduits. On peut alors se demander quel mécanisme est à l'origine de la grande production d'ATP lors de la respiration et comment les composés réduits sont oxydés. Les mitochondries n'étant présentes dans les cellules eucaryotes que s'il y a du dioxygène de disponible, on peut donc supposer que la production d'ATP et l'oxydation des composés réduits se réalisent vraiment au sein de celles-ci. L'étude au microscope électronique de leur structure révèle la présence sur les crêtes mitochondriales de petites sphères pédonculées, c'est-à-dire des sphères reliées à la membrane par une petite pièce allongée. Ceci ne s'observe sur aucune autre sorte de membrane. Pour déterminer le rôle de ces sphères, des morceaux de membrane interne sont obtenus par l'application d'ultrasons sur une mitochondrie. Ces fragments ont tendance à former des vésicules sur lesquelles on va donc observer les sphères pédonculées qui ne seront plus alors en contact avec la matrice mitochondriale, mais avec le milieu expérimental. Bon, alors oui, je sais, ça ressemble à un petit virus type Covid-19, mais ce n'est pas vraiment le cas. On est d'accord? Ne confondez pas. Revenons à nos moutons. Il est possible de dissocier les sphères pédonculées des membranes vésiculaires avec de l'urée. Le milieu expérimental contient du dioxygène marqué à l'isotope 18, de l'ADP du phosphate inorganique, et on fait le choix d'y intégrer ou pas des composés réduits RH2. Et voici les résultats. La comparaison des tests 1 et 2, dans lesquels seul diffère la présence ou l'absence des sphères pédonculées, met en évidence le rôle de celles-ci. Elles produisent de l'ATP. En effet, en absence de sphères, pas d'ATP produit, avec leur présence, de l'ATP est produit. Le test 3 va le confirmer. Quand on rajoute dans le test 2 des sphères pédonculées libres dans le milieu, de l'ATP est synthétisé. Le test 2 nous permet d'affirmer que c'est la membrane interne de la mitochondrie qui s'occupe de l'oxydation des composés réduits et que l'oxygène est l'accepteur final d'électrons. En effet, en la seule présence de membrane interne mitochondriale, une vésicule sans sphère pédonculée, il n'y a pas de synthèse d'ATP, mais bien oxydation des composés réduits et apparition d'une eau lourde. Si l'eau est lourde, c'est qu'elle a utilisé le dioxygène marqué. L'étude du test 4 le confirme et précise la relation entre la membrane et les sphères pédonculées. En effet, en l'absence de membrane cette fois, puisqu'il n'y a pas de vésicule, il n'y a pas d'oxydation des composés réduits et les sphères pédonculées libres ne produisent pas d'ATP. On peut donc affirmer que la membrane permet l'oxydation des composés réduits et que cette oxydation est la condition nécessaire au fonctionnement des sphères pédonculées. Le test 5 le confirme. En l'absence de composés à oxyder, les sphères pédonculées ne produisent pas d'ATP. On sait que lors de l'oxydation par la membrane interne mitochondriale, des ions hydrogènes sont libérés. On peut donc supposer que ces protons jouent un rôle dans le fonctionnement des sphères pédonculées. L'oxydation se déroulant dans la membrane interne des mitochondries, on peut donc supposer que des protons s'accumulent dans l'espace intermembranaire. Or, on observe dans le milieu une formation de molécules d'eau. On peut donc supposer que les protons ont été transférés de l'intérieur de la vésicule vers l'extérieur grâce aux sphères pédonculées. Et en toute logique que ce transfert est à l'origine de la production de l'ATP. Pour vérifier cela,
Il suffit de tester le fonctionnement des sphères pédonculées selon le pH intra- et extravésiculaire et de surveiller ce dernier au cours des tests. En effet, le pH est le reflet de la teneur en ions hydrogène. Un pH faible traduit une grande concentration en ceux-ci. Ainsi, dans cette deuxième série d'expérimentations sur les sphères pédonculées qui se déroule tout en surveillant le pH intra- et extravésiculaire, la comparaison des tests 1 et 2 permet d'indiquer que les sphères pédonculées produisent de l'ATP uniquement quand le pH intravésiculaire est inférieur au pH extravésiculaire. La comparaison des tests 2 et 3 permet d'éclaircir le rôle des sphères pédonculées. En effet, c'est seulement dans le test 2, c'est-à-dire en présence de sphères pédonculées, que le pH intra- et extravésiculaire se modifie au cours du temps. Le pH diminue dans le milieu extravésiculaire et augmente dans le milieu intravésiculaire. On peut donc affirmer que les sphères permettent une sortie des ions H+, et que cette sortie est à l'origine de la production d'ATP à partir d'ADP de phosphate inorganique. Les sphères pédonculées sont donc des pompes à protons synthétisant de l'ATP. On parle d'ATP synthase. En conclusion de ces deux séries de tests, on peut affirmer que la membrane interne mitochondriale possède une chaîne de transporteurs d'électrons à l'origine de l'oxydation des composés réduits et dont l'accepteur final d'électrons est le dioxygène. On parle de chaîne respiratoire. Cette chaîne de transport d'électrons est une suite de molécules fixées dans la membrane interne de la mitochondrie. Elles sont disposées dans un ordre croissant d'affinité pour les électrons. Les électrons provenant des composés réduits se déplacent le long de la membrane sur la chaîne de transport, provoquant au passage l'entrée des protons H+ libérés depuis la matrice vers l'espace intermembranaire de la mitochondrie. Cela crée ainsi un gradient, une différence de concentration. L'accumulation de protons fait fonctionner l'ATP synthase, qui va profiter du retour de 3 protons dans la matrice par son canal central pour associer de l'ADP et une molécule de phosphate inorganique, et fabriquer ainsi une molécule d'ATP. L'accepteur final d'électrons de cette chaîne de transport étant le dioxygène, ce dernier, en se liant à 2 protons, forme par réduction une molécule d'eau dans la matrice mitochondriale. L'oxydation des 10 composés RH2 par la chaîne respiratoire produit au final 32 ATP. Faisons le point sur la respiration cellulaire. La cellule musculaire, comme toute autre cellule, va récupérer dans le sang du glucose. Ce glucose va subir une glycolyse pour donner 2 pyruvate. Cette réaction sera à l'origine de la fabrication de 2 ATP et consommera 2 composés oxydés qui seront donc réduits. Les pyruvates vont pénétrer à l'intérieur de la mitochondrie et vont être transformés en acétyl-CoA. Cette transformation produira également des composés réduits. Les acétyl-CoA vont rentrer dans un cycle de réaction, le cycle de Krebs. Ce cycle de réaction va consommer 6 molécules d'eau, produire 6 molécules de dioxyde de carbone et 2 ATP. Pour ce faire, il consommera 8 composés oxydés et formera 8 composés réduits. Sur les crêtes mitochondriales se trouve une chaîne respiratoire. Celle-ci va oxyder les composés réduits formés lors des différentes réactions pour redonner des composés oxydés. Certains resteront dans la matrice pour permettre le fonctionnement du cycle de Krebs et d'autres retourneront dans le hyaloplasme. L'accepteur final d'électrons de cette chaîne respiratoire étant le dioxygène, 6 molécules de dioxygène vont être utilisées pour former 12 molécules d'eau. L'accumulation de protons dans l'espace intermembranaire va activer l'ATP synthase qui va produire au minimum 32 ATP. La vitesse de fonctionnement de l'ATP synthase n'est pas régulière. Parfois, il faut 3 H+ pour former un ATP, parfois il en faut 4. Le bilan de la respiration est donc celui-ci. Pour un glucose, 6 molécules de dioxygène, il va être formé 6 CO2, 6 H2O, 12 produits, 6 consommés, on fait une différence 6 H2O, et un total de 36 ATP.